Alors nous allons commencer une petite interview de Gilles Francescano sur la scène centrale. Et, à côté de la scène centrale, exactement. Gilles Francescano, vous savez, il a fait l'affiche et il nous fait le bonheur et l'amitié, puisque c'est un illustrateur qui a plus de 25 ans de métier. On va retracer un petit peu, on va discuter avec lui des différentes illustrations qu'il a choisi de nous présenter. Gilles, peut-être qu'on peut commencer par celle-ci. Hop, vas-y, mets-toi debout. Bon, bah, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la compo un petit peu? Comment tu as travaillé pour celle-ci? Là, on peut voir un bout de l'affiche du festival. Simplement parce que j'étais parti donc, sur l'idée d'un salon consacré aux livres, et du coup l'idée en premier m'est venue du paysage composé de livres en fait, et les petits personnages ensuite qui sont venus par-dessus, que là on voit pas, on l'a dans la version définitive en fait. Donc il dévore des fleurs ayant une forme de livre en fait, et puis donc il y a ce cher Éric Boissel par exemple qui m'avait fait un petit texte consacré à cette image pour m'expliquer le cycle de vie de ces bestioles qui donc s'imprégnaient des pages du livre et puis donc dans un mouvement de mémoire perpétuelle en fait tombaient au pied de l'arbre et étaient redigérés par l'arbre, et donc la connaissance se transmettait de génération en génération comme ça par les petites bestioles qui redévoraient les fleurs qui étaient nées dans les cendres de leurs ancêtres. Quand tu commences une image comme ça, tu as déjà l'idée de l'image finale de cet arbre avec ces bêtes dedans ou pas encore? En fait, là, c'est les bestioles qui sont venues en premier. Et donc ensuite, quand j'ai envisagé de travailler sur le paysage, il a fallu que je trouve une composition qui fonctionne avec le fait que les livres puissent être disposés comme s'ils étaient tombés, en fait. Et qu'on ne sache pas si c'était effectivement une montagne ou juste un amoncellement de livres en fait. Simplement en termes techniques, ça s'est fait sur ordinateur, c'est fait sur une toile, comment est-ce que tu travailles? Alors vu que j'étais en déplacement lorsque j'ai commencé à travailler sur ce dessin, la première mise en place a été faite au crayon sur un carnet de copies en fait, et là par contre je suis parti ensuite, ça c'est entièrement fait sur ordinateur à la palette graphique, je dirais touche après touche avec 5 doigts quoi. Combien de temps ça prend pour faire une illustration comme ça? Généralement, c'est entre 1 semaine et 10 jours de travail à raison de 8 à 10 heures par jour. D'accord. On en voit une autre, je te propose. Hop. La suivante, celle-ci, par exemple. Alone in the Dark. Alors, qu'est-ce que c'est que cette illustration? Alors ça, c'est une illustration, disons pour moi, qui est assez importante, puisque ça a été la première couverture du premier jeu Alone in the Dark, qui est sorti en 1992, donc ça remonte à peu près à l'âge de nos dinosaures, par infogramme en fait. Et donc il m'avait demandé la couverture du jeu, sachant qu'à l'époque, le jeu, je crois que les personnages, c'était à peine 3 pixels qui devaient bouger, et que la couverture elle-même, du coup, devait représenter un univers qui n'était pas du tout représentatif de l'intérieur du jeu, en fait. Et donc ils ont fait cette couverture-là. Le jeu a eu un succès fulgurant, puisqu'ils sont passés de 80 salariés à 800 en 2 mois. Et après, donc, le jeu s'est exporté aux États-Unis, et du coup, les boîtes ont été refaites par les illustrateurs américains. Quand tu vois cette illustration-là, avec 20 ans d'écart maintenant, qu'est-ce que tu te dis techniquement parlant? Ça tient encore la route? Quel regard tu as? Techniquement parlant, j'aurais quand même des petites choses à redire concernant la couleur, concernant le cadrage et l'autre. Mais je suis assez content parce que j'ai toujours l'original que j'espère, je voudrais le mettre en vente aux enchères un jour parce que je me dis qu'il y a quand même toujours des fans de jeux vidéo qui pourraient être intéressés. Et l'original est sur papier, du coup, c'est un vrai original à l'encre sur papier, et il fait à peu près 1 mètre de haut quand même, donc du coup ça fait une grosse image. Mais je me souviens surtout des anecdotes liées à la construction de l'image, parce que c'était mon frangin qui posait par exemple, et à l'époque j'habitais dans un arrière-cour, et donc ça me rappelle juste cette période-là. Quand tu parles de ton frangin, c'est lui qu'on voit sur... Voilà. Qui posait, c'est lui qui a fait le personnage. Alors celle-ci, on est à quelle époque de Gilles Francescano? Alors ça, c'est une image qui a été faite quand j'habitais à Lyon dans les années 87. C'était une prière en fait à partir d'un tableau de... Enfin, c'est une déformation d'un tableau de Dali qu'il a consacré à l'Angélus de Millet. Parce que Dali avait fait toute une théorie sur l'Angélus de Millet, parce qu'on voit donc les 2 personnages qui se recueillent à l'aube avec une brouette à côté en fait, dans l'original.
Et Dali avait développé toute une théorie comme quoi la brouette en fait cachait le tombeau d'un enfant mort en fait. Et donc l'Angélus de Millet était en fait un hommage du peintre à un infanticide ou à un avortement ou à quelque chose comme ça, ou une fausse couche en tous les cas. Et moi j'avais repris donc cette attitude du recueillement que l'on voit dans l'ombre portée en fait, parce que l'ombre portée des doigts représente les deux paysans de l'Angélus de Millet en fait. Et c'était en fait c'est un tableau que j'ai nommé l'Angélus, qui est une prière pour une amie décédée du sida dans les années 75. On est à quelle année à ce moment-là? Et techniquement, là, tu es déjà sur ordinateur ou tu es encore sur la toile? Ça, c'est une toile qui fait à peu près 1m80 par 90 cm. C'est de l'acrylique sur toile, en fait. C'est un original que j'ai vendu à Lyon et du coup, je ne sais plus où il est. Et quelle année, tu me disais? 96? Je crois 96, il me semble. Alors, l'illustration de la Bohème et livrée d'Ayordal. Bon, alors la Bohème et livrée, puis Ayerdal, ça reste un de mes pères fondateurs, puisque j'ai commencé. Ayerdal a été, disons, l'auteur que j'ai illustré pour ma 3e couverture professionnelle. Et je me souviendrai quand même toujours de ce moment où le Fleuve Noir, donc l'éditrice du Fleuve Noir, me téléphone en me disant on a une commande pour vous et on a 4 livres à vous faire illustrer, puisque à ce moment-là, la Bohème et livrée était diffusée en 4 tomes en fait. Et pour moi, c'était la fête forcément. Et puis après, quand j'ai commencé quand je suis rentré dans le texte et que j'ai compris que là j'avais vraiment affaire à quelque chose d'énorme, parce que j'avais quand même un petit peu illustré d'autres auteurs français que je ne citerai pas et qui étaient pour moi bien en deçà de ce qu'Ayerdal livrait là comme je dirais une histoire merveilleuse par son sens du récit. C'est important la relation à l'auteur quand on est illustrateur. Alors moi, c'est un petit peu, je dirais, au bout de 25 ans, je peux quand même dire que c'est presque une déformation ou un caractère qui m'est propre. En fait, c'est vraiment la relation avec l'auteur qui compte. Et du coup, ça m'a quand même valu pas mal de déboires, parce que l'éditeur préfère rester maître de la relation auteur-illustrateur. Et quand c'est l'auteur qui contacte directement l'illustrateur, l'éditeur a un petit peu de mal, même s'il apprécie le travail, il a un petit peu de mal à garder cette relation. Alors pas tous les éditeurs, on est d'accord. Mais ne serait-ce que le chant du troll avec Pierre Bottero, par exemple, c'est une rencontre avec Pierre qui a amené le chant du troll. Et je me souviens vraiment comme si c'était hier de ma première rencontre avec l'éditrice, parce que j'ai vraiment passé un mauvais quart d'heure. Et parce que on sentait que c'était il y avait une chasse gardée, là, la relation, c'était l'éditeur qui devait recréer cette relation. Et là, c'était difficile pour eux de l'accepter. C'est vrai que tous les auteurs que j'ai illustrés, j'ai gardé quand même une bonne relation, Ayerdal en particulier, et après, il y a eu d'autres auteurs que tu connais. Alors justement... Là, par exemple, c'est une image donc, de Sylvie Lenné, qui est publiée donc, chez toi, chez ActuSF. Et Sylvie Lenné est une des auteurs justement avec qui j'entretiens cette relation, je dirais, d'intimité, parce que c'est une rencontre avec des textes en premier, et après avec un personnage, un être humain. Donc, elle fait partie de ce petit gang retréci d'auteurs avec qui j'ai une forte intimité. Là, c'est une image assez complexe, beaucoup de ruages, beaucoup de machinerie, entre guillemets. Comment tu l'as composée et pourquoi tu as voulu faire cette ambiance-là? Alors, si je me souviens bien du titre, les espaces insécables, pour moi il y avait vraiment une relation à l'imbrication en fait. Et pour moi c'était l'image du rouage est venue immédiatement en fait, le côté mécanique. Et après voilà, l'amoncellement, c'est parce que j'ai du mal à m'arrêter. Justement, quand tu lis un livre, à partir de quoi tu pars? Tu pars d'une scène, tu pars d'une impression générale, tu pars du titre. Qu'est-ce qui fait quel est l'élément déclencheur pour une couverture? Alors moi, je me fais un point d'honneur à lire tous les livres intégralement. Et normalement, je pars sur une ambiance générale, en fait, sur le sens du livre, sur quelque chose que j'aurais envie de communiquer. Mais des fois, ça m'a quand même valu des petites surprises, parce que on se perd dans le texte, on a du mal à retrouver le fil de ce qu'on avait voulu dire. Donc des fois, c'est un petit peu complexe de jouer comme ça. Mais c'est quand même ce que je préfère plutôt que d'avoir une fiche descriptive où on me demande une couverture comme si j'étais juste un exécutant. J'aime bien y apporter ma sensibilité.
Voilà, par exemple, avec cette couverture pour Jean-Claude Dugnac aux éditions de La Talente. Jean-Claude est des auteurs avec qui j'entretiens une relation, je dirais plutôt étroite. Et mon premier travail, ça va être de surprendre l'auteur. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de surprendre l'auteur. Et donc là, c'est un texte qui est juste purement magnifique. Il y a quand même beaucoup d'auteurs qui considèrent que ce texte-là est représentatif de la nouvelle de science-fiction par excellence. Et c'est vrai que quand on lit un texte pareil, on n'a qu'une envie, c'est faire un petit bijou qui rende au moins la qualité du texte. Ça, c'est plus que... c'est la couverture des chiffres et la trame, si je ne dis pas de bêtises. C'est plus que simplement la couverture. L'illustration n'a pas encore la chiffre, mais c'est plus grand. Comment est-ce que tu travailles justement ton illustration par rapport au titre, par rapport à la couverture finale? Alors là, vu que c'est les formats pour La Talente, où l'illustration fait tout le tour du livre, en fait, donc ça, du coup ça donne un format allongé, donc paysage. Et en fait, là c'est vraiment sur l'ambiance du texte en premier. Et donc, par exemple, celle-ci c'est une image qui est vraiment composite, parce que le personnage, disons, encore vivant avec le bébé, est en fait un tableau bleu que j'avais réalisé pour la naissance de ma fille. Et c'est un tableau sur toile qui fait 2 mètres de haut. Qui s'appelle Le chemin à la mer en fait, et avec des vagues, enfin bref, des petits jeux de mots. Et la partie squelette en fait est un tout petit original qui fait 10 cm de haut en fait. Donc j'ai scanné ensuite les deux, mélangé, travaillé sur la trame et essayé de créer cette narration qu'on peut lire un petit peu dans les deux sens. Mais moi ce qui m'intéressait c'était effectivement ce rapport à la mort, puisque c'est quand même ce que l'on perçoit dans le texte. Là, ce qui serait intéressant, donc là, tu pars du squelette et au fur et à mesure, tu rajoutes la chair dans la duplication. Comment ça se travaille? Comment se travaille la progression? Ah là, ça a été vraiment deux images différentes en fait. Et puis, par un jeu de calque sur les transparences, on arrive à faire réapparaître le squelette sous la chair pour donner l'impression que c'est la chair qui est venue par-dessus. Et en fait, c'est vraiment un mélange des deux en dosant l'opacité, je dirais, des images. Là, c'est donc Sylvie Lenné pour Marouflage, donc un livre édité chez ActuSF. Et là, pareil, pour moi, c'est vraiment trouver des éléments qui parlent, que l'on retrouve, disons, qui soient quand même emblématiques de l'histoire, mais en les mêlant dans une composition qui se rapproche, moi, d'une sensibilité. Et là, avant tout, c'était prendre des éléments de l'histoire qui soient représentatifs, mais avant tout travailler sur l'idée même du marouflage, en fait. Donc, avoir plusieurs couches, avoir cet aspect de la craquelure, et se dire qu'il y a quelque chose caché derrière. C'est même question sur la technique et sur le temps. Techniquement, tu es sur une toile, là, et combien de temps ça te prend une image comme ça? Elle est très fouillée dans effectivement les textures et les craquelures. Alors, techniquement, l'image précédente de déchiffrer la trame m'a pris une journée de travail. Et elle n'existe pas puisque c'est un mélange de deux images. Celle-ci est entièrement faite sur ordinateur et elle m'a pris une semaine, à raison de 10 heures par jour. Revenir, travailler, c'est essentiellement la partie droite qui m'a quand même coûté 100 € je dirais, pour trouver une composition, mettre une couleur qui pète mais sans que j'en sois malade, parce que j'aime bien danser un petit peu harmonisé, puis là j'avais toujours un peu de mal à me dire quoi mettre pour qu'il y ait un élément quand même qui sorte. Et après, le fait de travailler comme ça sur le double effet miroir, c'est venu ensuite en fait. C'était pas au départ vraiment calculé. Et donc c'est plus le côté droit avec les textures qui t'a posé problème par rapport au côté gauche. Et pourtant il y a de la craquelure sur le côté gauche. Et pourtant, autant les craquelures, j'aime bien travailler ça, mais c'est plus des matières, des scans, des choses comme ça. Moi, là où j'essaye de revenir sur le métier, c'est sur le dessin lui-même. Donc c'est le dessin, c'est le personnage, c'est l'éléphant qui tient la route, c'est des choses comme ça. Là, c'est bon, on peut passer rapidement, mais c'est une image donc, de la Bohème et livrée des chiffres à Yerdal. On a vu la première, l'intégrale tout à l'heure, et ça, c'est la première image que j'ai faite pour Ayerdal. Alors ça, c'est vraiment connoté années 80. Voilà. Est-ce qu'on peut dire un peu Dali, Sulmax? C'est quoi d'ailleurs tes maîtres en illustration? Alors,
là, effectivement, on reconnaît bien Dali et Sweetmac. Bon, avant tout, c'était quand même effectivement Sweetmac qui m'avait quand même bien marqué moi, dans mes lectures de jeunesse. Après, bon, il y a des peintres comme Gustave Adolphe Mossa, qui est un symboliste niçois que j'adore particulièrement, qui est pas mal torturé, mais qui fait de belles images, enfin qui a fait de belles images. Et après, voilà, il y a quand même des maîtres comme, je sais pas, comme le créateur d'Alien avec Giger, des choses comme ça. Mais c'est avant tout, effectivement, moi j'étais quand même bien sous l'influence de Sweetmac à l'époque. Alors celle-ci, c'est un petit peu différente. Ça, c'était des commandes pour des jaquettes vidéo, en fait. C'est une couverture pour un film qui s'appelait Evil Train, en fait, et que je peux dire sans honte que la couverture est beaucoup mieux que le film lui-même. Voilà, c'est un film. Pareil, c'est le même travail sur un film, sur un livre, en termes d'illustration, tout se vaut en termes de temps de travail. Alors là, pas vraiment, parce qu'à l'époque, il y avait plus de budget pour les jaquettes de films que des couvertures de livres. Et du coup, ça avait quand même demandé énormément de recherche pour l'impact visuel. Et je me souviens que je travaillais sur des petits croquis de 5 cm de haut en couleur. Et du coup, j'ai dû en fournir, comme pour Alone in the Dark, j'ai dû faire une trentaine ou une quarantaine de propositions différentes au pinceau en couleur, avant qu'on se mette d'accord sur la composition du train avec les prêtres autour. C'est plus compliqué de travailler pour le jeu vidéo ou le cinéma, ils ont plus de desiderata pour l'édition. Alors je ne sais pas si c'est en général, mais c'est vrai que moi pour l'édition j'ai quand même une chance énorme, c'est que généralement les éditeurs me laissent assez libre de la proposition pour la couverture. Alors des fois c'est bien et des fois c'est moins bien, parce que des fois on se plante sur l'image, et puis il y a eu quand même des discussions avec des éditeurs qui disaient bon ben on s'est planté tous les deux, quoi. T'as pas assez briefé, puis tu vois tu t'es laissé entraîner dans autre chose. Et effectivement, bon, je pense que pour le jeu vidéo et le cinéma à l'époque, en tous les cas, c'était quand même un peu plus exigeant il y avait la mode, entre guillemets, des grosses réunions de commerciaux qui venaient de ces domaines-là. C'est venu, les commerciaux ayant une influence dans le créatif, dans l'édition, c'est venu un petit peu plus tard quand même. Non, je sais pas, c'est à quelle heure on peut enseigner. Alors celle-ci c'est encore une image pour Ayordal, c'est l'Histrion. Alors l'Histrion d'Ayordal, pour moi ça reste un bon souvenir, enfin un drôle de souvenir, parce qu'en fait au départ c'était un projet de bande dessinée qu'on avait avec Ayordal. En fait je me souviens que la première nuit où on s'est rencontrés, on en a parlé. Il m'a tout de suite parlé de projet de bande dessinée. Et on a essayé, il y a une dizaine de planches qui existent sur cette histoire. Et à l'époque ça n'a pas abouti, et puis du coup il a écrit le roman, et puis ensuite il a écrit la suite avec Sexomorphose. Mais du coup voilà, l'Histrion pour moi ça reste ce premier projet de bande dessinée avorté. Et le fait que ce soit un personnage qui passe du féminin au masculin et vice versa, c'était compliqué en termes de couverture. Déjà il fallait faire le choix de savoir comment le représenter. Et moi j'aime bien mettre un petit peu des indices dans mes dessins. Et là par exemple sur cette couverture là par exemple il y a deux éléments qui étaient un petit peu représentatifs du personnage lui-même en fait. C'est qu'à la main il tient un pistolet à eau, qui n'existe pas dans l'histoire en fait, hein, mais il tient, on dirait que c'est une arme en fait, c'est un pistolet à eau. Et sur la frise du bas, donc sur cette espèce de balcon en fait, il y a quasiment l'histoire du roman en fait, de représenter avec les deux visages d'opposition au niveau du gouvernement, et savoir comment se dénoue l'histoire. Et ça on le voit pas. Et dans la deuxième couverture par exemple de Sexomorphose, le personnage jette des cartes en fait, et les cartes je les ai faites binôme roi dame en fait. Mais on les voit pas parce que quand elles sont imprimées elles sont tout petites. Mais moi je sais que sur l'original il y a un sens de l'histoire qui est lié à ce personnage qui change de sexe. Alors, ça c'était pour des jeux pour Cassius Belli en fait, pour les jeux des cartes. Donc c'est lié comme ça, c'était toujours une représentation du futur gamer. Mais ça c'est des images quand même qui datent de il y a 20 ans. Là c'est une illustration un petit peu particulière parce que c'est pour Roland Wagner qui avait publié chez Nesti Vénère. Donc Roland Wagner, énorme auteur qui est malheureusement mort cet été.
et avec qui j'avais énormément travaillé. Donc là, voilà, c'était un texte qui s'appelle La Cinzé Gravito 21 et je voulais vraiment représenter la folie du texte parce que le texte était un texte florissant, enfin vraiment complètement dense et fou. Et donc je voulais mettre ça. Et il y a plusieurs éléments assez je dirais assez rigolos. Le personnage principal a un poisson d'avril dans le dos, qui n'existe pas dans l'histoire. Et au centre, on a un petit lapin aux yeux rouges qui fume, je dirais, de l'herbe qui fait rire. Mais ça, on ne le voit pas non plus, mais ça, c'était un clin d'œil par rapport à l'auteur qui lui-même était un sacré petit lapin aux yeux rouges qui fumait des herbes qui fait rire. Et ce qui me fait quand même un petit peu drôle, c'est qu'en fait, récemment, je me suis quand même aperçu que j'avais fait la dernière couverture de Pierre Bottero et la dernière couverture de Roland Lavagnaire. Donc ça, c'est le petit détail qui me fait un petit peu chipoter en ce moment. Une question sur la lumière. Très clairement, sur celle-là, ce qui marque par rapport aux autres, c'est cette lumière qui vient de l'intérieur. Comment est-ce que tu l'as travaillé très clairement? Alors là, il n'y a pas photo, c'est encore mon frangin qui avait posé avec un spot. Et là, moi, je me souviens tout à fait de la séance photo. À l'époque, on avait encore des cheveux tous les deux. Et du coup, il a posé là-dessus. Et du coup, on avait bien essayé de bien travailler sur les lumières, justement, qui émanent du personnage. Et ensuite, travailler sur un fond. Alors là, c'est presque un hommage aussi à Jim Burns, par exemple, un illustrateur anglais qui fait des fonds toujours très aérographiés. Bon, là, c'est un original sur papier à l'aérographe, hein, c'est pas du tout sur ordinateur. Et du coup, voilà, c'est un peu plus orange normalement, mais je voulais vraiment travailler sur une lumière complètement artificielle. Alors ça